Je me suis réveillé à l'hôpital après l'incendie. Mon père, en pleurant, m'a dit, ta mère ne s'en est pas sortie. Tu es la seule survivante. Après qu'il soit parti, j'étais figé par le chagrin. Jusqu'à ce qu'un policier se penche et demande, Madame, êtes-vous prête à entendre la vérité à son sujet? Avant de plonger, faites-nous savoir quelle heure il était d'où vous écoutez. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. La première chose que j'ai remarquée, ce n'était pas la douleur. C'était l'odeur. Antiseptique, âcre. Comme tous les mauvais souvenirs d'hôpitaux que j'avais jamais eus. Puis les lumières, trop vives. J'ai essayé de bouger ma main, mais j'avais l'impression qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Lourde et emprisonnée dans des chaînes invisibles. Un bourdonnement bas a suivi. Des machines, j'ai compris, qui respiraient pour moi, me gardant peut-être en vie. Quand mes yeux se sont enfin focalisés, je l'ai vu. Mon père, assis près du lit comme un gardien las, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Gérard Moreau, toujours si posé, si aiguisé. Même dans le deuil, sauf que ses yeux étaient rouges, irrités, comme s'il avait pleuré pendant des jours ou feint de le faire. Tu es réveillé, a-t-il dit. Sa voix brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Il a cherché ma main, ses doigts tremblants en s'enroulant autour de la mienne. Chloé, ma chérie, c'est la pause qui m'a tué. Cette petite pause anormale. Ta mère ne s'en est pas sortie. Tu es la seule survivante. Les mots n'ont pas eu l'impact qu'ils auraient dû. Ils flottaient au-dessus de moi, lourds mais distants. Comme s'ils appartenaient au cauchemar de quelqu'un d'autre. Je voulais crier, pleurer, faire n'importe quoi d'autre que rester là à fixer les carreaux du plafond, à compter mes respirations. Mais rien ne venait. Juste le silence. Pourquoi moi? Pourquoi pas nous deux? Pourquoi pas elle? Il a serré ma main, son pouce frottant mes jointures comme s'il pouvait me maintenir ancré. Nous traverserons cela ensemble. Je m'occuperai de tout ensemble. Il l'a dit comme une promesse, mais ça sonnait répété, comme des répliques d'une pièce qu'il aurait pratiquée devant un miroir. Je connaissais bien les performances de mon père. Des sourires pour les invités, des mots mesurés pour mes sœurs, Sophie Moreau et Claire Moreau. Des leçons pour moi quand je ne parvenais pas à atteindre une barre invisible. J'ai hoché la tête, bien que ma poitrine soit vide. Tu dois juste te reposer maintenant, a-t-il continué doucement. Son ton lissé dans ce calme paternel familier. Tu n'as pas à penser à quoi que ce soit. Je m'en occuperai. C'était toujours sa façon. S'en occuper. Prendre des décisions dans des pièces où je n'étais pas autorisé à entrer. Dire des vérités que je n'ai jamais pu vérifier. J'étais la plus jeune, la plus silencieuse. L'ombre traînant derrière mes sœurs qui avaient appris depuis longtemps comment me surpasser. J'ai détourné la tête et c'est là que je l'ai vue. Un morceau de tissu plié sur la chaise à côté de son manteau, rouge, l'écharpe de ma mère. Elle la portait toujours, même en été, affirmant que cela la faisait se sentir vivante. C'était ridicule vraiment, mais ça sentait comme elle, et je voulais y enfouir mon visage, respirer ce qu'il restait d'elle. La dernière fois que nous avions parlé, c'était une dispute. Petite. Stupide. Elle m'avait dit que je pardonnais trop facilement. Tu laisses les gens te marcher dessus, Chloé, avait-elle dit. Secouant la tête en ajustant cette même écharpe dans le miroir du couloir. Un jour, tu comprendras ce que je veux dire. J'avais levé les yeux au ciel, et maintenant elle était partie. Laissant ces mots loger comme des écharpes dans ma peau. J'ai cligné des yeux forts, essayant de ne pas me briser alors que les souvenirs arrivaient en éclairs déchiquetés. Notre dernier dîner ensemble, la tension silencieuse à table, ses yeux évitant les siens, sa main reposant trop longtemps sur son verre de vin, moi regardant mon assiette. Faisant semblant de ne pas remarquer la tempête qui se préparait dans leur silence. Un léger coup à la porte a brisé le souvenir. Mon père s'est redressé instantanément, les épaules carrées. Entrez, a-t-il dit, sa voix coupée. Professionnel maintenant. Un homme en costume gris usé est entré. Inspecteur, ai-je pensé immédiatement. Il avait environ 50 ans. Avec un visage ridé qui avait probablement vu plus de funérailles que d'anniversaires. Il a jeté un bref coup d'œil à mon père avant de tourner son attention vers moi. Madame Leclerc. Sa voix était ferme mais douce.
Le genre de ton que les gens utilisent quand ils sont sur le point de vous dire quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Oui, ai-je rauqué. Ma gorge râpeuse, ma voix étrangère à mes propres oreilles. Il a hésité à la porte, puis s'est rapproché, s'arrêtant à un pied du lit. Je suis l'inspecteur Petit. Je suis désolé pour votre perte. Mais il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Mon père s'est tendu à mes côtés. Cela peut attendre? Elle n'est pas assez forte pour ça, a-t-il dit sèchement. Le masque glissant une seconde. L'inspecteur n'a pas bronché. Il a gardé ses yeux sur moi. Madame, êtes-vous prête à entendre la vérité sur lui? Lui? Les mots sont entrés profondément. Me glaçant plus que les machines ou l'air stérile jamais ne pourraient le faire. Mon pouce est accéléré. Un battement sourd contre les bips réguliers du moniteur. Je savais de qui il parlait. Je ne voulais pas savoir, mais je savais. Mes lèvres me semblaient lourdes alors que je forçais le murmure. Sur qui? L'inspecteur s'est rapproché, son visage grave, sa voix maintenant plus basse. Presque confidentielle. Votre père. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Mon père. Les mots sont sortis comme de l'air forcé à travers une fissure dans un mur. Je reconnaissais à peine ma propre voix. L'inspecteur Petit a hoché la tête lentement, comme quelqu'un qui me préparait à un coup que je ne verrais pas venir. Chloé, je dois que vous compreniez. Ceci est une enquête en cours. Nous pensons que l'incendie n'était pas un accident. Votre père, Gérard, est une personne d'intérêt. Il y a des raisons de soupçonner un incendie criminel et que la mort de votre mère n'était peut-être pas ce qu'elle semblait être. J'ai cligné des yeux vers lui. Mon esprit bloqué quelque part entre ces mots et le bip régulier du moniteur cardiaque. Ça n'avait aucun sens. Rien n'avait de sens. Non, ai-je murmuré. Vous vous trompez. Il ne le ferait pas. Il ne pourrait pas, ma gorge s'est serrée, mes mains agrippant la fine couverture d'hôpital comme si elles pouvaient m'ancrer à la réalité. Petit ne s'est pas rapproché. Mais sa présence remplissait la pièce. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous vous rappeliez. Y a-t-il eu des disputes entre eux? Des problèmes financiers? Votre mère vous a-t-elle jamais confié qu'elle ne se sentait pas en sécurité? En sécurité? Le mot a fait plus mal que je ne m'y attendais. J'ai revu ma mère à table. Remuant son thé longtemps après qu'il ait refroidi, les yeux fixés sur rien. Je me suis souvenu qu'elle ajustait cette écharpe rouge en quittant la maison. Me disant qu'elle serait de retour avant le dîner, mais revenant des heures plus tard en silence. Mes lèvres tremblaient. Vous tordez les choses. Il est en deuil. Tout comme moi. Vous ne le connaissez pas, je sais plus que vous ne le pensez, a dit Petit calmement. Et nous avons besoin de votre aide, Chloé. Il y a plus que ce que vous imaginez. Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, la porte a grincé. Mon père est entré. Il ressemblait au deuil lui-même. Épaules voûtées, mâchoire non rasée. Un homme s'effondrant mais trop fier pour s'écrouler. Il n'a pas regardé Petit. Il est venu directement vers moi. Voilà ma fille, a-t-il dit doucement, se penchant pour m'embrasser le front. Sa main s'attarda sur ma joue. Comment allez-vous? Il vous traite bien ici? J'ai figé, prise entre l'homme qui m'avait élevé et l'étranger que Petit venait de décrire. Monsieur Moreau. A dit Petit sèchement, son ton soudainement formel. Je vous laisse un moment. Mon père a hoché la tête sans le regarder. Quand l'inspecteur est parti, toute l'attitude de Gérard a changé. Il a tiré une chaise, s'est assis si près que je pouvais sentir la légère trace de fumée collant encore à sa veste. Ils essaient de remplir votre tête de bêtises, a-t-il murmuré, voix basse. Comme s'il ne voulait pas que les murs entendent. Ne les laissez pas. Nous sommes une famille, Chloé. C'est tout ce qui compte maintenant. Cela sonnait comme du réconfort. Ça ressemblait à un avertissement. Quand il est parti, la pièce semblait plus grande et plus vide à la fois. Mes pensées tourbillonnaient. Rebondissant entre les mots de l'inspecteur et ceux de mon père. Je me suis souvenu comment mon père formulait toujours les choses en absolu. Ce dont nous pouvions parler, ce qui restait caché. Les affaires de famille restent dans la famille, disait-il chaque fois que maman voulait impliquer quelqu'un d'autre. Cela sonnait comme une protection. Maintenant, cela ressemblait à une cage.
J'ai regardé le plafond, cherchant quelque chose qui avait du sens quand un coup à la porte m'a ramené. Une infirmière est entrée, portant un petit paquet. « Ceci vous a été laissé », a-t-elle dit. « C'est de votre mère. L'un des membres du personnel l'a trouvé avec ses affaires. Elle a laissé des instructions pour Chloé. Seulement quand ce sera sûr. » Mon souffle s'est coupé. C'était une enveloppe simple, scellée, mon nom griffonné dans son écriture indubitable. Les boucles et les volutes de ma mère. Mes mains tremblaient alors que je la prenais, sentant son poids. Pas lourd, mais assez pour que mon cœur me semble en plomb. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je n'étais pas prête à savoir ce qu'elle pensait ne pas être sûre de dire à voix haute. Je me suis assise là, serrant l'enveloppe comme si elle pouvait la ramener. Comme si, peut-être, si je la tenais assez longue, j'entendrais sa voix expliquant pourquoi. « Qu'est-ce que tu essayais de me dire, maman ?» ai-je murmuré. « Et pourquoi pensais-tu que ce ne serait pas sûr avant maintenant ?» Je me suis assise là longtemps, tenant cette enveloppe comme si elle pouvait se briser si je respirais trop fort. C'était une si petite chose, juste du papier scellé dans du papier. Mais cela semblait plus lourd que tout ce que j'avais jamais porté. Seulement quand ce sera sûr. L'écriture de maman, son avertissement. Elle devait savoir que je serais là dans ce lit. Dans ce désordre, à lire quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute pendant qu'elle était en vie. La pièce était trop silencieuse. Le genre de silence qui n'est pas vraiment un silence. Il y avait des bruits lointains et étouffés. Un chariot roulant dans le couloir. Un intercom crépitant quelque part. Des infirmières riant brièvement avant que leur voix ne s'estompe. Tout cela semblait lointain. J'ai essayé de compter mes respirations pour les maintenir régulières, mais plus j'essayais, plus le battement dans ma poitrine devenait fort. J'ai pensé à la laisser sceller, à faire comme si ce n'était qu'une lettre d'adieu. Mais c'est un mensonge que je ne pouvais même pas me dire à moi-même. Une fois que je l'aurais ouverte, je saurais. Et une fois que je saurais, je ne pourrais plus jamais l'ignorer. Je perdrais la petite version de normalité à laquelle je m'accrochais encore. Je l'ai retournée dans mes mains. Mes doigts ont retracé la courbe de chaque lettre de mon nom, la façon dont elle signait toujours ses notes pour moi, doucement. Comme si elle s'excusait d'avoir besoin d'écrire au lieu de dire les mots en personne. Finalement, je l'ai déchirée. À l'intérieur, il y avait une lettre pliée. Nette, délibérée. L'écriture de maman encore, ferme mais hâtive par endroits comme si elle avait peur de manquer de temps. En dessous, quelques pages photocopiées, des relevés bancaires. Des lignes de crédit dont je n'avais jamais entendu parler, des transactions qui n'avaient aucun sens, et tout en bas, une photo. Mon souffle s'est coupé. C'était papa debout avec une femme que je ne connaissais pas, son bras autour d'elle comme s'ils allaient ensemble. Il souriait, un sourire facile, naturel que je n'avais pas vu depuis des années. La lettre commençait par mon nom. Chloé. Si tu lis ceci, alors ma plus grande peur s'est réalisée. J'espérais que ça n'en arriverait pas là. Mais je ne pouvais pas te laisser vivre dans l'ignorance de ce qui se passe. Ton père cache plus que tu ne le sais. Des dettes, des gens dangereux, une vie que je ne reconnais plus. J'ai essayé de te protéger, mais il prépare quelque chose qui nous blessera tous. Je ne peux pas l'arrêter. Si je pouvais, je le ferais. S'il te plaît, protège-toi. Ne le laisse pas te convaincre que tout va bien. Et ne fais confiance à personne qui te dit de rester silencieuse. Je t'aime, maman. Je n'ai pas pu lire plus loin pendant un moment. J'ai tenu le papier, mais mes mains ne pouvaient pas arrêter de trembler. Il a glissé, la photo tombant par terre. J'ai regardé, lui, elle. Mon père, non, Gérard, avait l'air si détendu. Si différent de l'homme qui s'était assis à mon chevet, me disant « Nous sommes une famille ». C'est tout ce qui compte. Je l'avais entendu dire ces mots 1000 fois en grandissant. Maintenant. Il sonnait comme une menace. Je me suis souvenu des murmures au téléphone quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. Les nuits tardives qu'il balayait avec des excuses concernant le travail. La tension lors des dîners quand maman parlait à peine. Tout ça semblait comme un puzzle que je ne voulais pas voir terminer. J'ai pressé mes paumes sur mon visage en essayant de respirer. Le chagrin était toujours là, mais il changeait, se transformant en quelque chose de plus acéré. La colère. Pour la première fois depuis mon réveil, je n'étais pas juste engourdi.
J'étais furieuse. Il ne nous a pas seulement failli, ai-je murmuré dans la pièce. Il nous a détruits, et il pense que je suis trop silencieuse pour me battre. J'ai repris la photo. J'ai étudié l'autre femme. Mélisande Lambert, son nom imprimé proprement sur un reçu plié glissé avec les papiers. Il ne mentait pas seulement à maman. Il avait construit toute une autre vie. Et puis, comme à l'horloge. Mon téléphone a vibré sur le plateau à côté de moi. Un numéro que je ne reconnaissais pas, tu ne connais pas toute l'histoire. Appelle-moi. J'ai regardé l'écran. L'enveloppe toujours ouverte sur mes genoux, le poids des mots de ma mère me submergeant. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. La lueur du téléphone semblait trop vive dans cette chambre d'hôpital sombre, comme si elle éclairait tout ce que je ne voulais pas affronter. Ma main a plané sur le bouton d'appel. Je ne savais pas si je pouvais encaisser un coup de plus ce soir, mais mon pouce a bougé tout seul. Et soudain, j'écoutais la sonnerie. Chloé, a dit une voix de femme dès que j'ai répondu. Ce n'était pas une question. Elle savait déjà qui j'étais. Son ton était calme, concis, comme quelqu'un qui aimait avoir le contrôle. Tu ne me connais pas, mais je connaissais ta mère et ton père. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'est serrée comme si elle rejetait l'air que j'essayais d'aspirer. Mon nom est Mélisande Lambert, le nom de la photo du reçu dans l'enveloppe. A-t-elle continué, ces mots précis, comme si elle les avait répétés. J'appelle parce que tu mérites de connaître la vérité. Gérard m'a promis un avenir. Un avenir qui n'incluait pas toi ou ta mère. Tu étais un inconvénient. La façon dont elle l'a dit, comme si elle ne parlait même pas de personnes réelles, juste d'obstacles, m'a retourné l'estomac. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, le serrant si fort que mes jointures me faisaient mal. Tu mens, ai-je réussi à dire, mais ma voix m'a trahi, fine, tremblante. Elle a ri doucement. Demande-lui à propos de la maison. Demande-lui pourquoi elle a vraiment brûlé. Ce n'est pas l'homme que tu crois. Il ne l'a jamais été. Ces mots m'ont transpercé comme de l'eau froide. Je voulais poser une centaine de questions, mais avant que je puisse en former une seule, la ligne s'est coupée. Je me suis assise là à regarder l'écran. Il m'a fallu un moment pour réaliser que je tremblais. J'avais besoin de réponses. L'infirmerie était calme quand je suis passé. Mes pieds nus silencieux sur le carrelage. Je n'ai même pas pris la peine de mettre les chaussettes pliées sur mon lit. Je suis allé au salon des visiteurs au bout du couloir. Celui avec les distributeurs automatiques qui bourdonnaient contre le mur où je rencontrais maman après mes rendez-vous. Je me suis assise sur le canapé en vinyle, le téléphone toujours dans ma main. Et j'ai essayé de respirer. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que je devais dire avant que la porte ne craque. Chloé, a dit Gérard. Sa voix était douce, gentille, trop gentille. Il s'est approché, s'est assis à côté de moi comme si rien ne s'était passé, comme si le monde ne s'était pas embrasé autour de nous. Tu devrais te reposer, a-t-il dit. Touchant légèrement mon épaule. Tu as tellement vécu. Ne laisse pas les gens te remplir la tête de choses qui n'ont pas d'importance. Je me suis tourné vers lui, chaque muscle de mon corps tendu. Qui est Mélisande Lambert? Sa main s'est figée juste une seconde. Puis il a souri, pas gentiment, mais comme un professeur amusé par un étudiant stupide. Tu ne devrais pas croire tout ce que tu entends. Ta mère était émotive. Elle aimait inventer des histoires quand elle était contrariée. J'ai poussé la lettre contre sa poitrine. Ce n'est pas une histoire. Elle l'a écrite. Elle savait. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu avais prévu? Il n'a pas pris la lettre. Il m'a juste regardé, son expression illisible. Puis il s'est penché, sa voix si basse qu'elle ressemblait à un secret glissant sous la porte. Tu as toujours été trop naïve. Arrête de poser des questions auxquelles tu ne veux pas de réponse. J'ai voulu lui crier dessus. Jeter la lettre à son visage. Lui demander de tout me dire, mais j'ai figé. Tout comme quand j'étais enfant. Debout dans la cuisine pendant que maman nettoyait silencieusement après une autre de ses crises, faisant semblant que rien ne s'était passé. Je détestais cette partie de moi. Petite, impuissante. Assise là pendant qu'il réécrivait la vérité comme il l'avait toujours fait. Il s'est levé, lissant sa veste comme si nous venions de terminer une conversation agréable. À la porte. Il a jeté un regard en arrière.
Si tu veux sauver ce qui reste de cette famille, tais-toi. Et puis il est parti, me laissant avec rien que les mots de ma mère et un silence qui semblait plus lourd que ses menaces. Ces mots ont résonné longtemps après qu'il ait quitté la chambre d'hôpital. Si tu veux sauver ce qui reste de cette famille, tais-toi. J'ai dû les rejouer une centaine de fois en regardant le plafond cette nuit-là. Chaque répétition gravant plus profondément en moi comme une lame émoussée. 2 semaines plus tard, je suis sorti de l'hôpital. Gérard est venu me chercher lui-même, ouvrant la portière passager comme s'il était un père dévoué. Tu seras plus en sécurité avec moi, a-t-il dit, comme si c'était une gentillesse, comme si ce n'était pas un ordre. Je n'ai pas discuté. Je n'avais pas la force de le faire. Sa maison ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, mais elle semblait différente, plus froide, comme si les murs avaient appris à écouter. Comme s'il stockait tous les secrets qu'il murmurait. Ma vieille chambre était intacte, une relique de mon adolescence, mais je ne me sentais pas chez moi. J'étais une invitée dans les ruines de ma propre vie. Au dîner, il a parlé de l'avenir comme si rien ne s'était passé. Nous allons nous en sortir, a-t-il dit entre 2 bouchées de rôti de bœuf trop cuit. Tu dois te concentrer sur ta guérison. J'ai hoché la tête parce que c'était plus facile que de parler. Parce que je n'étais pas prête à le pousser. Pas encore. Mais cette nuit-là, quand la maison s'est tue et que j'ai entendu le léger grincement de la porte de sa chambre se fermer à l'étage. J'ai enfin bougé. J'ai trotté dans le couloir pieds nus, ma main effleurant le papier peint que j'avais l'habitude de retracer quand j'étais petite. Je me suis dirigé vers son bureau. Je savais que c'était là que se trouvaient les réponses. Cela avait toujours été son sanctuaire, un endroit que maman n'avait jamais osé entrer sans frapper. Le bouton de la porte était froid. Je l'ai tourné lentement, grimaçant au léger clic lorsque le loquet a cédé. Le bureau sentait les vieux livres et la colonne éventée. J'ai allumé la lampe du bureau. Sa lumière a balayé la surface, illuminant un bureau dépouillé. Pas de téléphone, pas d'ordinateur portable, juste un sous-main en cuir et un stylo placé proprement au centre. Je suis allé au tiroir, tous fermés à clé. Mes yeux ont balayé le sol, des bouts de papier dispersés près de la déchiqueteuse. Je me suis accroupi, mes doigts effleurant les morceaux. Reçu, contrat. Je ne pouvais pas les identifier. Ils étaient déchiquetés trop finement pour être assemblés. Il avait pensé à cela. Il s'était préparé pour moi. Je me suis assise sur mes talons, la frustration gonflant ma poitrine. C'était comme s'il voulait que je me sente impuissante, comme s'il avait toujours 2 coups d'avance. J'ai essayé l'armoire dans le coin, plus d'armoire verrouillée, pas de clé en vue. Mes mains tremblaient alors que je fouillais tous les endroits possibles pour les cacher, sous le tapis, derrière les livres, à l'intérieur de la Bible creusée qu'il gardait sur l'étagère. Rien. Cela m'a frappé d'un coup. Combien peu de contrôle j'avais. Mes genoux ont cédé et je me suis assise par terre. J'ai appuyé mon dos contre le bureau. Sorti l'écharpe rouge de ma mère de ma poche et les serré si fort que ça faisait mal. Peut-être que je devrais arrêter, ai-je murmuré à la pièce vide. Ma voix sonnait étrangère. Peut-être que survivre est tout ce que je suis censé faire. Pas me battre, pas questionner. Le silence s'est pressé autour de moi, épais et étouffant. Et puis je l'ai entendu. Ou peut-être que je l'ai juste imaginé. La voix douce de maman, la façon dont elle me réveillait quand je m'endormais sur le canapé. Ne le laisse pas te faire taire. Je ne sais pas si c'était un souvenir ou de la folie, mais cela m'a ramené du bord. J'ai essuyé mon visage avec l'écharpe et j'ai murmuré, je ne sais pas encore comment. Mais je ne laisserai pas cela être la fin de mon histoire. La résolution était petite, vacillante comme une bougie sur le point de s'éteindre, mais elle était là. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré par terre à côté de moi. Un autre numéro inconnu. Tu n'es pas seul là-dedans. Je peux t'aider. Rencontre-moi. J'ai regardé l'écran. Mon cœur battant la chamade. J'ai regardé le message sur mon téléphone pendant ce qui a semblé être une éternité. Tu n'es pas seul là-dedans. Je peux t'aider. Rencontre-moi. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était encore un jeu cruel que Gérard avait mis sur mon chemin. Mais quelque chose en moi, quelque chose de faible mais d'obstiné, m'a dit que je devais savoir. Le lendemain matin, je m'étais convaincu de répondre. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café à la périphérie de la ville.
Le genre d'endroit où le bourdonnement des machines à expresso et la musique jazz douce rendaient tout moins une confession et plus une conversation. Je suis arrivé tôt. Me suis assise près de la fenêtre et j'ai enroulé l'écharpe rouge de ma mère autour de mes mains, la tordant jusqu'à ce que mes doigts soient engourdis. Quand il est entré, je l'ai immédiatement reconnu. Inspecteur Petit. Il avait l'air différent en jean et veste, mais son expression était la même, stable, illisible. Il m'a fait un signe de tête avant de prendre le siège en face. « Tu es venu ?» a-t-il dit doucement, comme s'il n'était pas sûr que je viendrais. Je ne suis presque pas venu. Ma voix sonnait petite, mais je me suis forcé à soutenir son regard. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi me contacter comme ça ?» Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. « Parce que je ne pense pas que la mort de ta mère soit un accident, et je ne pense pas que l'incendie l'ait été non plus. » Ma gorge s'est serrée. « Tu veux dire qu'il... » « Je veux dire ?» m'a-t-il interrompu gentiment. « Ton père avait un mobile, l'opportunité, et un passé que tu ne connais pas entièrement. Et Chloé ? » Il a marqué une pause, laissant le silence flotter. « Tu es en danger. Mais tu peux nous aider à le faire tomber. » Danger ? Le mot a bourdonné dans mes oreilles. J'ai eu envie de rire, un rire amer, laid. Car ne vivais-je pas dans le danger toute ma vie sans le nommer ? Je ne suis pas courageuse, ai-je admis, ma voix tremblant malgré moi. Je ne sais pas comment le combattre. Petit n'a pas bronché. Tu n'as pas besoin de le combattre avec la force. Tu dois le combattre avec la vérité. C'est ce que les hommes comme lui craignent le plus. La façon dont il l'a dit, calme mais absolu, s'est installée en moi comme une pierre dans l'eau. Nous avons parlé pendant près d'une heure. Il m'a dit ce qu'il pouvait sur les dettes de Gérard, sur l'argent de l'assurance. Sur les murmures d'autres vies que mon père menait. Et puis il m'a dit quelque chose qui a transformé ma peur en quelque chose de plus aigu. Il essaiera de te convaincre que tu es impuissante. A dit Petit. C'est comme ça qu'il a toujours gagné. Ne le laisse plus écrire l'histoire. Fais-le la raconter lui-même, à toi. Enregistre-le. Quand j'ai quitté le café, mes genoux étaient faibles. Mais mes mains étaient fermes pour la première fois depuis des semaines. De retour à la maison, Gérard était dans la cuisine à se servir une boisson, fredonnant comme quelqu'un sans aucun souci. « Tu es sorti te promener ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. J'avais besoin d'air, ai-je répondu, forçant ma voix à être décontractée. Plus tard dans la nuit. Je me suis assise dans ma chambre, regardant mon téléphone comme s'il était à la fois une arme et une bouée de sauvetage. Je l'ai glissé dans la poche de mon pull et me suis dirigé vers son bureau. Mon cœur battait à tout rompre en approchant. Il était là, sirotant du whisky dans son fauteuil en cuir. « Peut-on parler ?» ai-je demandé, entrant. Il a levé les yeux. Un sourire en coin comme si je l'amusais. « De quoi ?» J'ai haussé les épaules, jouant l'innocence. « De maman ?» De Mélisande Lambert. Ses yeux ont clignoté juste une seconde. Mais ensuite il a gloussé. « Tu as été occupé à fouiller dans des choses qui ne te concernent pas, elles me concernent, ai-je répliqué. Ma main appuyant sur le bouton d'enregistrement du téléphone dans ma poche. Tes dettes, l'incendie, tout ça. Il s'est penché en arrière. Exhalant par le nez comme si j'étais un enfant qui faisait une crise. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Chloé. Ta mère. Elle ne comprenait pas non plus. Parfois. Il faut tout brûler pour recommencer. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Brûler tout pour recommencer. Je l'ai attiré comme Petit me l'avait dit. Et Mélisande Lambert ? Faisait-elle partie de ce plan ? Il a souri. Tu as toujours été trop curieuse pour ton propre bien. Je l'ai gardé à parler jusqu'à ce que mon pouls me semble pouvoir exploser de mes veines. Puis je me suis excusé, me retirant dans ma chambre avant que mes mains ne puissent me trahir. Quand j'ai lancé la lecture de l'enregistrement, sa voix a rempli le silence, les insinuations. L'arrogance. Tout était là. Ce n'était pas une confession, mais c'était suffisant pour avoir l'impression d'avoir une partie de lui piégée. Pour la première fois depuis des semaines. Je ne me sentais pas comme une proie. Pendant si longtemps, ai-je murmuré dans le noir. Je l'ai laissé posséder le récit. Mais ça, c'est le mien. Mon téléphone ressemblait à une armure dans mes mains. Et puis le coup à ma porte est arrivé. Sec, mesuré.
Nous devons parler des limites, a dit Chloé, Gérard depuis le couloir, sa voix calme. Mais froide. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma main a plané sur le bouton de la porte, froide et moite de sueur, comme si la toucher me brûlerait. Sa voix avait été calme. Mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui promettait que ce n'était pas une conversation. C'était un verdict. Quand j'ai finalement ouvert la porte. Gérard se tenait là comme il l'avait toujours fait, posture parfaite, expression illisible. Mais ses yeux, ils étaient vivants de quelque chose de sombre. J'ai été patiente avec toi, Chloé. Trop patiente, a-t-il dit calmement. Mais maintenant, j'entends que tu as parlé, que tu as fait courir ta bouche à des gens à qui cette famille n'a rien à faire. Mon estomac s'est effondré. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je murmuré, ma voix plus fine que je ne l'avais voulu. Il a penché la tête, presque amusé. Ne m'insulte pas. Tu penses que je ne remarque pas quand les petites souris commencent à fouiner? Quand elles pensent pouvoir me surpasser? Il est entré. Fermant la porte derrière lui d'une poussée lente et délibérée. Je me suis reculé instinctivement, mais il a suivi. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Ton téléphone, maintenant. J'ai figé. Si je disais non, cela confirmerait tout. Si je disais oui, c'était déjà fini de toute façon. Mes doigts tremblaient alors que je le lui tendais. Il n'a même pas pris la peine de cacher son sourire en faisant défiler. Tu penses pouvoir jouer avec moi? Il s'est arrêté brusquement, et j'ai su qu'il avait trouvé l'enregistrement. J'ai voulu le reprendre, crier, courir. Au lieu de cela, j'ai regardé en silence alors qu'il tapait et, comme ça, effaçait la seule preuve que j'avais. Mon souffle s'est coupé. Tu n'es pas assez intelligente pour ça, a-t-il dit, jetant le téléphone sur le lit comme s'il était un déchet. Tu penses pouvoir m'enregistrer? Construire un petit dossier? Il s'est rapproché. Si près que je pouvais sentir la légère piqûre de whisky sur son haleine. Tu ne sais même pas dans quoi tu t'embarques. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur. J'avais tout risqué pour cet enregistrement. J'avais eu l'impression pour la première fois depuis des semaines d'avoir un peu de pouvoir. Et maintenant, rien. Je n'avais rien. Les mots n'ont pas quitté mes lèvres, mais ils ont crié en moi. La pièce semblait se refermer. Les murs pressaient contre mes côtes. Je voulais me battre. Mais tout ce que je pouvais faire était de rester là à regarder le sol comme un enfant attendant la fin de sa réprimande. Tu as toujours été trop curieuse pour ton propre bien, a-t-il continué. Son ton s'adoucissant d'une manière qui semblait pire que sa colère. Mais ça se termine ce soir. Tu es sous mon toit. Tu fais ce que je dis. Plus de fouilles. Plus de questions. J'ai entendu la voix de Petit résonner dans ma tête. Batte-le avec la vérité. J'ai avalé fort, forçant ma respiration à se calmer. Tu as raison, ai-je dit. Laissant ma voix prendre un ton calme et soumis. J'ai réagi de manière excessive. Ça n'arrivera plus. Il a marqué une pause, m'étudiant. Puis ses lèvres se sont retroussées en ce demi-sourire suffisant que j'avais vu 1000 fois. Celui qui disait qu'il pensait avoir gagné. Bien, a-t-il dit. Se penchant jusqu'à ce que ses lèvres effleurent presque mon oreille. Bien, ma belle. Souviens-toi, tu m'appartiens. Tant que je le dis. Je n'ai pas bronché. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Quelque chose d'autre se passait. Le désespoir qui m'avait presque noyé il y a quelques instants s'est durci en quelque chose de plus aigu. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait qu'effacer cet enregistrement m'avait effacé. Il avait tort. Je me tenais là à regarder la porte fermée après son départ, mon téléphone toujours posé sur le lit comme un cadavre. Et je me suis murmuré, à peine audible. Tu penses que c'est fini, papa? Tu penses que tu as gagné? Tu ne me connais pas du tout. Je n'ai pas dormi. Pas vraiment. J'avais les yeux fermés. Mais mon esprit ne s'arrêtait pas repassant toutes les versions possibles de ce qui pouvait arriver, de ce qui pouvait mal tourner. Au moment où la première lueur de l'aube s'est insinuée par les stores, j'étais déjà assise, fixant le téléphone prépayé que l'inspecteur Petit m'avait donné. Aujourd'hui. Ai-je murmuré à moi-même, ça se termine aujourd'hui. À 5 heures du matin, je l'ai appelé. Ma voix était stable, plus stable que je ne me sentais. Je suis prête.
La voix de Petit est arrivée. Basse et ferme, comme l'encre dont j'avais besoin. Tu n'es pas seul, Chloé. Tiens-toi au script. Il va s'enterrer lui-même. C'est tout ce dont nous avons besoin. Es-tu sûr, ai-je demandé. Parce que si ça tourne mal, ça ne le fera pas, il m'a interrompu. Nous serons à proximité. Tu as juste à le faire parler. J'ai mis fin à l'appel, fixant mon reflet dans l'écran sombre. Je ne me ressemblais plus. Plus mince, plus pâle, plus dur d'une certaine manière. Peut-être que ce n'était pas une mauvaise chose. À cette heure, j'avais le masque prêt. Pas un masque littéral. Juste celui que je portais depuis des années. La fille obéissante, la fille qui connaissait sa place. Il s'ajustait inconfortablement bien. Quand Gérard est descendu. J'étais déjà à la table de la cuisine, les cheveux brossés, une tasse de café entre les mains comme n'importe quel autre matin. Je veux parler, ai-je dit doucement, en regardant dans ma tasse. Il a haussé un sourcil. À propos de nous, de maman, de tout. Il m'a étudié pendant un moment avant de hocher la tête. Enfin, a-t-il dit, presque amusé. Tu es prête à être raisonnable. Je l'ai suivi dans son bureau, la pièce qui sentait toujours les cigares et le vieux cuir. En fermant la porte derrière moi. Mon cœur battait si fort que je craignais que le fil sous mon pull ne le capte. J'ai réfléchi, ai-je commencé, baissant le regard. Tu as fait tellement pour moi, pour nous. Je veux comprendre pourquoi tout est arrivé. Pourquoi maman? Pourquoi l'incendie? Sa bouche a tressailli d'un sourire en coin. Tu n'as pas besoin de comprendre, Chloé. Tu as juste besoin d'accepter. Mais je le veux, ai-je insisté, forçant ma voix à trembler juste assez. S'il te plaît, j'ai besoin de l'entendre de toi. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, et j'ai presque pu voir le changement. Le prédateur qui pensait que sa proie avait arrêté de se battre. Tu ne survivrais pas sans moi, a-t-il dit. Son ton dégoulinant de condescendance. Toi et ta mère, vous étiez des outils de levier. J'ai fait ce que je devais faire. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai gardé mon visage impassible. Et l'incendie, ai-je murmuré. Il a ri, bas et froid. L'assurance, une remise à zéro. On ne progresse pas dans ce monde en étant gentil. Ta mère n'a jamais compris ça. Chaque mot me donnait la chair de poule, mais je suis resté immobile, hochant la tête comme si j'étais d'accord, comme si j'étais encore cette petite fille désespérée pour son approbation. Tu as de la chance, Chloé, a-t-il continué, se penchant en avant. Chanceux que je t'ai gardé. N'importe qui d'autre aurait coupé ses pertes, mais moi? Je protège ce qui m'appartient. Il n'avait aucune idée que ses propres mots scellaient son destin. Avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, la porte s'est ouverte. Gérard Moreau. La voix de l'inspecteur Petit a grondé alors qu'il entrait, flanqué de 2 officiers. Gérard s'est dressé de sa chaise, son visage mêlant confusion et fureur. C'est quoi ce bordel? Petit a brandi un petit appareil. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Chaque mot que tu viens de dire est enregistré. Les yeux de Gérard ont dévié vers moi. Et je n'oublierai jamais ce moment, la réalisation qui le submergeait, la trahison piquant plus profondément que les menottes qui se refermaient maintenant autour de ses poignets. Tu penses que ça te rend libre, a-t-il craché, sa voix venimeuse alors qu'il le traînait vers la porte. Tu vas le regretter, Chloé. Tu le regretteras chaque jour. Je me suis levé. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas détourné le regard. Non, ai-je dit doucement. Je regrette de t'avoir jamais laissé me posséder. Alors qu'il l'emmenait. J'ai aperçu un mouvement dans le couloir. Mélisande Lambert, adossée au mur comme si elle était là depuis le début, les lèvres retroussées dans un sourire qui me glaçait le sang. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas à le faire. Alors que Gérard était poussé dans la voiture qui attendait, je me suis murmuré, ce n'est pas fini. Et j'ai su que je le pensais. 6 mois plus tard. Je me suis réveillé au son de la pluie contre ma fenêtre. La pluie de Bretagne, douce, régulière, familière, le genre qui n'exige rien, mais qui s'attarde. Je me suis assise dans mon lit et j'ai laissé mes yeux parcourir la pièce. Ma chambre, mon appartement, petit, calme, entièrement à moi. Il n'y avait pas encore de photos sur les murs.
Mais sur le rebord de la fenêtre se trouvait l'écharpe rouge de ma mère, soigneusement pliée. Elle attrapait la lumière du matin, un point de couleur défiant contre le gris extérieur. Cette écharpe avait survécu à plus de ce que j'avais la force de nommer. J'ai pressé mes doigts dessus comme si je me mettais à la terre. Nous y sommes arrivés, ai-je murmuré. Beaucoup de choses s'étaient passées pendant ces mois. Trop si je me laissais vraiment tout repasser. Le procès de Gérard avait été long, laid et impitoyable. J'assistais à chaque audience. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais besoin de le regarder dans les yeux et de ne plus flancher. Le jour de sa condamnation. Le tribunal semblait plus froid que le cimetière où j'avais dit au revoir à ma mère. Il se tenait là, plus petit que je ne l'avais jamais vu. Aucun costume ne pouvait cacher à quel point il était diminué en menottes. La prison à vie pour incendie criminel, fraude et homicide involontaire. Les mots du juge avaient résonné dans la pièce. Définitif et tranchant. Les gens murmuraient, remuaient des papiers, évitaient mon regard, mais je ne pouvais pas arrêter de le regarder. Il ne me regardait pas. Il gardait le même sourire en coin qu'il avait toujours porté, comme si rien de tout cela ne pouvait le toucher. Mais ça le touchait. Finalement, ça l'a touché. Je pensais me sentir libre après ce jour, mais la liberté ne vient pas proprement emballée dans une condamnation. Ces chaînes n'ont pas d'effet les années de contrôle, les nuits de peur. Les cicatrices laissées sur tout ce qu'il touchait. Et puis il y avait Mélisande Lambert. Elle s'en était sortie sans aucune accusation, prétendant coopérer avec les autorités. Je l'ai regardée témoigner, calme, posée, presque suffisante, comme si elle n'avait pas fait partie du cauchemar. Ils ont dit qu'elle leur avait donné ce dont ils avaient besoin pour sceller le dossier contre lui, mais je savais mieux. Mélisande Lambert jouait toujours le long jeu. Parfois. Je me surprends encore à me demander quelle sera sa prochaine étape. Mais le fait est que je n'ai plus peur d'elle. Son pouvoir sur moi a brûlé avec la maison. Le printemps s'est installé dans la ville, lent et doux. Avec lui sont arrivées les pièces de ma nouvelle vie. J'ai rejoint un groupe de soutien aux survivants. La première fois que je suis entré dans cette pièce, j'ai failli faire demi-tour. Je n'étais pas prête à m'asseoir en cercle de morceaux brisés. Mais je suis resté. J'ai écouté. J'ai parlé. Et petit à petit, j'ai réalisé que nous n'étions pas juste des morceaux. Nous reconstruisions. J'ai aussi lancé une entreprise de design. Quelque chose dont j'avais toujours rêvé. Mais que je n'avais jamais pensé pouvoir réaliser. C'était petit, juste moi, un ordinateur portable et quelques clients au début, mais c'était bon de créer quelque chose qui n'était pas lié à lui. À nous, à cette maison. Quelque chose qui était le mien seul. Aider d'autres femmes est aussi devenu une partie de ma vie. Des femmes qui étaient coincées dans des familles qui les détruisaient. Qui ne savaient pas comment partir ni par où commencer. Si je peux survivre à lui, ai-je dit une fois à l'une d'elles, tu peux survivre au tien. Cela sonnait plus courageux que je ne me sentais. Mais parfois, dire les mots est la première étape pour y croire. Par un après-midi gris d'avril, je suis allé au cimetière. Je n'y étais pas retourné depuis les funérailles. Je me suis garé sous un arbre et j'ai marché lentement jusqu'à sa tombe, l'écharpe dans mes mains. La pierre tombale était simple. Juste son nom et 2 dates qui semblaient trop rapprochées. Je me suis agenouillé, l'herbe mouillée trempant mon jean. J'ai vécu, maman, ai-je dit doucement. Et je continuerai à vivre pour nous deux. J'ai noué l'écharpe autour d'une branche près de sa pierre tombale, la regardant flotter au vent. La laisser la ressemblait à lâcher une partie du chagrin, mais pas elle. Jamais elle. En retournant à la voiture, j'ai pensé à tout ce qui m'avait été enlevé et à tout ce que j'avais récupéré. Parfois, la famille est celle qui vous blesse le plus, mais survivre ne signifie pas rester silencieux. Qu'auriez-vous fait à ma place? La maison est peut-être partie, mais je suis toujours là. Et c'est suffisant.